Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la 13e étape de ce Giro d'Italia. 13e étape qui fait 193 km entre Cervia et Moncelis. 13e étape qu'on voit avec un profil assez particulier, hein. C'est du vallon aujourd'hui, ça sera du vallon dans les 30 derniers kilomètres seulement. Même les 20. Les 20-25 derniers kilomètres uniquement seront en vallon. Sinon, pour le reste, c'est tout plat. On aura donc, on va pouvoir faire les présentations avant que l'échappée parte peut-être. Non, non, on a une échappée, ça y est, qui se forme. C'est Rémi Cavagna, encore une fois, qui est l'investigateur aujourd'hui de cette échappée. Mathias Brandle dans la roue. On voit à l'avant du peloton des coureurs réagir. Et on voit Delio Fernandez en tête de peloton. Mais finalement, il s'est ravisé l'Espagnol de la Nippo. Et je pense que du côté d'Ineos, on aimerait bien que ça reste comme ça, mais pas du côté Nippo. Du côté Nippo Delco One Provence, on décide de se mettre à la planche et d'aller rouler dans le peloton. Alors qu'on va les voir, on va les voir. Donc on a Brandle et Cavani à l'avant, deux machines à rouler. Derrière, on a un groupe de 5 avec Paul Mertens, Yele Wallace, Jasper Hindley, Flores et Piccoli qui ne roule pas. James Piccoli, le Canadien de la Israel Startup Nation qui ne roule pas du fait qu'il a Brandle pardon, à l'avant. Et dans ce groupe de 5, on a 4 hommes qui étaient dans l'échappée d'hier. Euh, uniquement, Yele Wallace n'y était pas. La loto hier était représentée par Marchinski et Nicolas Mas. Donc aujourd'hui, c'est Yele Wallace qui a été décidé pour partir dans l'échappée. Et pour l'instant, il n'y arrive pas, hein. Faut rentrer sur les deux machines de devant, là. Prendre-le et Cavagna. Et le peloton qui reste à portée de fusil, hein. Grâce au travail de la Nippo, alors qu'il y a. Ça y est, maintenant le peloton a laissé sortir parce que José Gonçalves a pu sortir pour la team Nippo. Rahim est là aussi, l'Estonien, le sprinter estonien que lui aussi on a vu hier. Restrepo est là aussi. Lui aussi il était là hier. Gonçalves était là aussi hier. Donc on va se retrouver avec 10 hommes en tête et uniquement Brandle et Yele Wallace n'étaient pas dans l'échappée de 36 d'hier. Après, ces coureurs ont connu différents sorts, hein. Ils ont été lâchés plus ou moins tôt. Du fait de la difficulté de l'étape et de leur capacité à, à grimper. Et on voit qu'on a encore eu un contre. On a encore eu un contre, encore avec des Israel Startup Nation et surtout encore avec des Androni. On a eu un deuxième contre avec encore un Androni et un IF. C'est Guerrero qui était là hier aussi. Donc on va se retrouver peut-être avec une quinzaine d'hommes à l'avant. Là pour l'instant ils sont 10. Et on voit déjà 3 Israel Startup Nation qui ne roulent pas du fait que Hugo Aufstetter est dans le compte derrière. Badjoli, ça semble compliqué pour Badjoli. Il est pas loin, il est à 9-10 secondes. Mais il faut boucher le trou, il faut raccrocher la route de son coéquipier Gavazzi. Ça y est, il est rentré, Badjoli. Et le peloton a laissé sortir. Le peloton a laissé sortir 3 minutes maintenant, même plus de 3 minutes, hein, 3 minutes 30 pour les hommes de tête. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les sprinters pourront passer le Passo Roverolo et le Calaone
les deux côtes placées en fin d'étape. Et on aura aussi un petit coup de cul là, juste avant, juste avant l'arrivée, à peu près 3, 4, voire 5 km de l'arrivée, qui pourra pourquoi pas faire une petite différence. Et si un homme réussit à passer avec 10 secondes en haut, à mon avis, ça sera dur d'aller chercher. La fin étant plutôt en faux plat descendant. Mais avant ces deux côtes-là, on aura deux sprints intermédiaires. Un à Coparo, et l'autre à Solesino. Toujours avec 8 points et 3 secondes de bonification. C'est toujours le même tarif pour les sprints intermédiaires. Tout comme les côtes aujourd'hui, il y aura 7, 4, 2, 1 point à prendre sur les deux côtes de la journée. Donc en tout, 14 points à prendre pour le maillot du meilleur grimpeur, le maillot bleu, dont Dani Navarro est le détenteur. Il a 13 points d'avance sur Richard Carapace. Donc c'est Richard Carapace l'homme le plus dangereux. Je pense que Navarro passera cette journée tranquillement. Il sait qu'il sera maillot bleu demain, à moins que Carapace passe en tête des deux, ce qui m'étonnerait. Et il sait qu'il aura au moins encore pour 2 jours, hein, ce maillot bleu jusqu'à l'étape de Pian de Cavallo, parce que demain, ça sera le premier contre la montre. Contre la montre qui s'annonce déterminant pour Richard Carapace, le maillot rose, tout simplement. Parce que ce contre-la-montre lui donnera le débours à aller récupérer dans les étapes ensuite de montagne, l'étape dès le lendemain qui arrive à Pian de Cavallo, celle qui arrive à Madonna di Campiglio aussi, celle de Laghi di Cancanao, Sestrière aussi pour la 20e étape. Et l'avantage qu'il aura pris sur ces 4 étapes alpestres, il faudra le conserver sur le contre-la-montre de Milan. Et on voit aussi l'arrivée à San Diele del Friuli, où on peut avoir des écarts. Je pense pas qu'il y aura des écarts entre les 3 premiers du classement général, mais il peut y avoir quand même des écarts, des hommes lâchés, des hommes qui vont bien contre la montre. Et alors qu'on voit Mathias Brandle, qui a été l'homme qui a attaqué le premier avec dans la roue de Rémi Cavagna. Lui qui n'a pas de très grande victoire à son palmarès. Mais dans cette équipe Israel Startup Nation, on laisse Hugo Aufstetter imprimer le tempo. Donc Guerrero roule pour la IF Education First. On a Gavazzi pour la Androni. On voit Restrepo aussi qui est bien placé, qui va passer sûrement son relais juste derrière Guerrero. Hindley pour la Sunweb. Gonçalves, Martens, Wallace, Cavagna. Donc hormis Brandle, Rahim, Flores, Badjoli et Piccoli, tout le monde roule dans ce groupe. Donc ça nous fait 9 coureurs qui collaborent. Et à l'avant, on voit les équipes de sprinteurs. Sabatini pour Viviani, Benedetti pour Ackermann, le maillot de Cyclamen. Peut-être que si Ackermann passe, il pourrait accroître son avance au niveau du maillot de Cyclamen. On le rappelle, il a très peu de points d'avance sur Simon Yates, l'un des favoris du Giro. Il a 27 points. 27 points, c'est... Non, même pas 17 points. 17 points, c'est dérisoire. Hein. Quand on voit les étapes qui arrivent et qu'on voit surtout que Ackermann, après cette étape-là, même si sur cette étape-là, si ça se trouve, il va réussir, hein, mais hormis cette étape-là où on peut se poser des questions, il n'aura que l'étape, la 19e étape, l'étape d'Asti, qui sera à son avantage et où il pourra prendre des points. Pour le maillot de Cyclamen, étape d'Asti qui nous permettra d'aller dans les Dolomites jusqu'à la frontière française, jusqu'à Sestrière, le col Daniel. Donc forcément, on passera un peu par la France dans ce Giro d'Italia. Donc on a toujours les 14 coureurs en tête qui collaborent.
s'il y avait un favori à donner, là honnêtement j'ai un peu plus de mal puisque bah, Diego Ulissi, on l'a vu hier, est quand même très fort. Donc dans le peloton, Diego Ulissi, même Sonny Colbrelli, je pense qu'il peut passer ces deux côtes-là. Tom Skuns, Jasper Stuyven, comme on a vu hier. Jasper Stuyven surtout, qui était quand même assez fort hier. Malheureusement, il n'a pas pu faire le sprint comme il l'entendait. Et, et du côté des équipes de sprinteurs, on y croit. Hein. On y croit. On voit quand même l'Astana qui met un homme à rouler. Pour Jakob Fuglsang, c'est Hugo Hull, le Canadien. « 3 minutes d'avance, ouais, cette échappée ne prend pas le large. Hein. Loin de là. On les garde à portée de fusil du côté du peloton pour mieux pouvoir ensuite aller les cueillir lors des deux dernières côtes. Après, on voit quand même que c'est les équipes de sprinters qui roulent. Dans les deux dernières côtes, les équipes de sprinters vont pas forcément rouler. Hein, donc il faudra être attentif et voir si les équipes des leaders et des punchers surtout vont prendre le relais. On a vu quand même hier que Cavagna marchait fort. Et Cavagna, s'il passe en tête seul de la côte de Calaone, lui, on le reverra pas. Hein, ça, c'est sûr. Après, à l'avant, Flores. Flores, on l'a vu quand même assez fort sur l'étape numéro 9. Il me semble. L'étape Simon Yates est allé gagner sa première victoire d'étape. Étape numéro 9 qui arrivait à Viesté. Alors que les coureurs, toujours sur une bonne collaboration à l'avant, continuent leur progression. Et on voit quand même qu'il y a quand même 16 km/h de vent. Et que le vent vient de 3 quarts face. Est-ce que c'est suffisant pour tenter quelques bordures? On ne sait pas. On ne sait pas, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas honnêtement. Mais on voit Philipsen rouler. Là c'est Jasper Philipsen qui a pris le relais. Donc on croit plus en Ulissi ou Formolo du côté de la UE que Philipsen. C'est intéressant à savoir. C'est intéressant à savoir. Ça veut dire que du côté de la UAE, on ne pense pas que Philipsen puisse passer les deux côtes. Mais alors dans ce cas-là, Cofidis, eux, pensent plus que Viviani pourra réussir. Bon, chacun pense, chacun a sa tactique. Après, c'est vrai que si on revient proche des échappées au pied des côtes, on n'a pas forcément besoin d'imposer un rythme très très élevé pour pouvoir ensuite aller les rattraper. Mais on voit quand même que les deux côtes s'enchaînent très près de l'arrivée. Hein, le pied de la première côte se situe à 25 km de l'arrivée. On a la descente, puis après une deuxième côte, une deuxième descente, enfin un coup de cul et sa descente aussi. Donc, une échappée, il n'y a pas vraiment matière à la reprendre, il n'y a pas une grande portion de plat, il n'y a pas... Il faudra arriver proche, hein, au pied du Passo Roverolo. Et c'est ce que le peloton fait pour l'instant, 2 minutes 30. Et on voit que dans l'échappée, on essaie d'accélérer un peu pour faire augmenter cet écart, notamment du côté de la Lambroni, avec Francesco Gavazzi. Il a laissé le relais à Jasper Hindlem, qui lui aussi garde le rythme. Dans l'échappée, on comprend qu'on ne pourra pas prendre plus d'avance sur ce rythme-là, donc on tente d'augmenter le rythme en tête de course. Seulement, s'ils avaient l'aide de Brandl et de Baggioli, ça pourrait être beaucoup plus simple. Ça pourrait être beaucoup plus simple. À 12, on est plus fort qu'à 9 et qu'à 10 aussi.
Alors qu'on va arriver maintenant au premier sprint intermédiaire, le sprint de Coparo, 2 km pour les hommes de tête. On va regarder, est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on le joue? Hugo Hofstetter, on voit qu'il passe en tête, il laisse à Guerrero, non on le joue pas. On le joue pas, Guerrero qui passe devant Gavazzi, Hindley, Gonçalves et Restrepo. Et maintenant le prochain sprint intermédiaire se trouve 35 km plus loin, à Solesino. Et à la suite de ce sprint intermédiaire, on aura encore 30 km pour arriver au Passo Roverolo. Donc on va dire 30 km avant d'arriver au pied. Toujours 2,30 d'avance pour l'échapper, le peloton ne s'est pas relevé. Et on voit que c'est la UAE qui roule et qui roule fort. Hein. Elle roule fort la UAE à l'avant du peloton. Et on voit la Astana, on voit la Bahreïn. Depuis tout à l'heure, je vois un coureur d'AG2R, la mondiale, dans les premières positions, mais je le vois jamais passer en tête de peloton. Donc est-ce qu'ils sont juste là pour dire qu'ils sont là ou est-ce qu'ils passent vraiment en tête et on les a pas encore vus? On va s'attarder un peu sur le peloton, voir qui prend les relais. On voit Marc Padoun là, l'Ukrainien de la formation Bahreïn-McLaren, Marc Padoun qui était très attendu hein, pour lors de son passage chez les professionnels. Il avait fait une très belle saison. Depuis, il a un peu plus de mal à confirmer. Mais il est encore jeune, Marc Padoun. Il avait notamment gagné une étape sur le Tour des Alpes 2018. On s'en souvient, il avait le Tour des Alpes 2018 qui avait été remporté par Thibaut Pinot. Et donc Marc Padoun, voilà, il est né en 96, donc il a 23 ans. Il va avoir 24 ans cette année. Le grand grimpeur assez longiligne de la Bahreïn-McLaren, lui qui a toujours été à la Bahreïn. Bahreïn Merida avant. Il était même passé par l'antichambre de la Bahreïn Merida. C'était la Bahreïn Merida Pro Cycling Team. Et il était ensuite arrivé à la Bahreïn Merida. Ah non, la Bahreïn Merida Pro Cycling Team, c'était la Bahreïn Merida. Excusez-moi. Mais c'est un cours en constante progression. Hein. On le voit à son rang par saison. Chaque année, il progresse. De 2018 à 2019, ça a été la moins bonne progression, mais il a quand même marqué plus de points et grimpé dans le classement. Donc ça va être intéressant de suivre son évolution pendant ce Giro et de suivre son évolution pendant cette année aussi. Donc on va s'intéresser aussi au prochain jour, parce qu'on a un peu de temps pour s'intéresser au prochain jour. Donc demain, comme on l'a dit, c'est l'étape du contre-la-montre de Valdo Biadene, 33 km 600, avec un contre-la-montre plutôt plat, une légère côte sur la fin, mais qui ne devrait pas permettre aux meilleurs grimpeurs de limiter les écarts par rapport aux meilleurs rouleurs. Et on pense notamment à Simon Yates, Bauke Mollema, Jakob Fuglsang, qui devront faire un gros contre-la-montre pour essayer de reprendre du temps à Richard Carapaz en vue des prochaines étapes de montagne, parce que si c'est comme à Camigliatello Silano et que Richard Carapaz prend 1 minute à tout le monde sur toutes les étapes de montagne, le suspense va rapidement être tué dans ce Giro. Et le lendemain de l'arrivée à Valdo Biadene, on aura l'étape arrivant à Piancavallo. Piancavallo qu'on avait emprunté en 2018, 2017, l'année où Tom Dumoulin remporte son Giro d'Italia, et c'était Mikel Landa qui s'était imposé en haut, et Thibaut Pinot avait fait une démonstration, avait repris du temps à tous les favoris qui eux s'étaient neutralisés. On espère que après-demain, on aura une belle bataille, un beau feu d'artifice en haut de Piancavallo. Et après, on aura l'étape de repos
avant la dernière semaine, l'arrivée à San Diego del Friuli. Une étape exigeante, comme on les a vus ces derniers jours. Et ensuite, on aura 3 arrivées au sommet. Madonna di Campiglio, Laghi di Cancanao et Sestriere. Bon, avant de finir par le contre-la-montre de Milan et surtout l'arrivée à Asti, alors qu'on arrive au sprint intermédiaire juste maintenant. Et c'était pour le peloton. C'était pour le peloton. Du côté des échappés, on n'a pas dû se le disputer. Et dans 25 km maintenant, on sera au pied du Passo Roverolo. Et c'est là que l'étape pourra réellement, on va dire, commencer. Mais on voit l'écart avec le peloton est toujours très très bas et il diminue. 1 minute 50 pour les 14 hommes de tête. On l'a dit, il en faut pas beaucoup en haut du Passo Roverolo, mais il leur en faut quand même. S'ils arrivent avec 30 secondes, ça sera pas suffisant. 1 minute 30, je pense que s'ils sont 2 ou 3, ça peut le faire pour les échapper. Mais là, il n'y a qu'une 40 et on est encore à 20 km du haut de la bosse. Et dans le peloton, c'est toujours les équipes de sprinters qui roulent et les équipes de punchers aussi. On croit beaucoup, je pense, en Sonny Colbrelli à la Bahrain McLaren parce que on roule et on a mis deux hommes à rouler. Alors qu'on voit qu'à Cofidis, on a mis qu'un. À Bora, on en a mis un aussi. Astana, on en a mis 2 pour Jakob Fuglsang. Donc voilà, les équipes de punchers ont souvent 2 coéquipiers qui roulent et les équipes de sprinters en ont qu'un. Même si à G2R on en a 15, ça reste pour Romain Bardet qui est un grimpeur. Donc c'est assez étonnant de voir que Romain Bardet fait rouler ses hommes. Mais s'il a des bonnes jambes, pourquoi pas. Lui, on sait qu'il est très habile en descente. Il y a 2 belles descentes. Lui, s'il bascule avec 10 secondes en haut de la dernière côte de Calaone, je pense qu'il pourra aller gagner. Et on voit à l'avant on s'attaque. À l'avant, c'est pas bon. L'organisation n'est pas bonne, on s'attaque. Et c'est Rémi Cavagna qui tente d'y aller maintenant. Sur la gauche de la route. On voit Flores là sur le long des barrières qui tente d'y aller. Puisqu'on rentrait dans une ville là. On a disposé des barrières. On voit Guerrero qui allait chercher, ils sont plus que 2. Ils ont une 15 d'avance sur le peloton. Et on voit qu'ils sont à 4 km du pied du Passo Roverolo. Ça y est. L'étape va enfin pouvoir se décanter, même si elle s'est déjà décantée à l'avant avec un groupe de 2 coureurs, Guerrero et Flores, qui ont pris une petite quinzaine de secondes d'avance avant le Passo Roverolo. Et en plus, il faisait partie des 2 meilleurs punchers de l'échappée. Et là, on va arriver dans une partie qui leur convient mieux. Mais malheureusement, pour eux, je pense pas que le groupe de 12 derrière eux soit le plus dangereux. Bien sûr, ça sera le peloton. 160 coureurs dans le peloton. Ce qui nous fait un total de 174. On a eu 2 abandons. Matteo Pelucchi et Nance Peters et Alexander Vlasov. Alors qu'on voit Guerrero à l'avant qui en remet une. Là, c'est peut-être pour aller chercher les points. Non, je pense que c'est pour distancer tout le monde. Mais on voit le peloton qui rentre au fur et à mesure. Et Guerrero, il met une belle attaque là. Flores dans la roue semble éprouver des difficultés. On voit quand même Gonçalves qui paraît bien encore. Et Gonçalves, ça y est, il y retourne. Il prend la tête et il va attaquer. Alors qu'on voit que l'Astana met un énorme tempo pour faire lâcher le maximum de sprinters possible. Gonçalves devrait passer en tête devant devant Guerrero et Hindley. Flores a fait finalement 4ème. On sent qu'il y a eu un petit coup de mou là sur la fin et Guerrero qui prend une légère avance sur ses 4 anciens compagnons d'échappée. Et là, c'est les Astana avec Luis Leon Sanchez notamment qui roulent très 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 fort. Le peloton risque de se casser en plusieurs morceaux. En tout cas, entre la tête de peloton et la queue de peloton, là, fallait pas traîner en queue de peloton parce qu'il doit y avoir 25-30 secondes facilement. On voit des cassures. On voit un groupe de 50-60 coureurs qui sortent. Et derrière, un gros groupe qui tente de s'organiser pour rentrer, ça va rentrer.
Mais attention, il faut être bien placé, comme l'est Pascal Ackermann actuellement. Viviani aussi est là. Les meilleurs sprinters sont passés. Il reste juste la côte de Calaone. 25 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. Je pense que c'est cuit pour eux. Et on voit la Astana là, qui s'est mis en ordre de bataille. 4 hommes à rouler. 2 pour la UAE. Et 1 pour la G2R toujours. Bardet est bien placé. Il est à côté de Richard Carapaz. Fuglsang est dans la route Bardet. Il faudrait peut-être se replacer. Parce qu'il n'y a que 3 km là. Et ça va attaquer plein pot. Donc pour remonter, ça va être compliqué. Ça y est, on est dans la côte. Flores sort tout seul à l'avant. Mais il va se faire reprendre par Fabio Felline. Qui peut peut-être aller gagner l'étape. Hein. L'Italien, lui, il va vite au sprint. Et Ackermann, on va à Ackermann héroïque. Pascal Ackermann qui s'accroche du mieux qu'il peut avec Elia Viviani. Elia Viviani, ça semble plus dur. Et là, on s'arrête de rouler. On s'arrête de rouler pour l'Astana. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On voit pas Jakob Fuglsang dans les premières positions. Je pense que Jakob Fuglsang est mal placé et ça pourrait se retourner contre eux. Hein. Parce que Fuglsang, il peut prendre une cassure. On le voit là, il est loin. Il est loin. Et Haru et Ackermann passe troisième. Et il va prendre des points au maillot bleu. Ackermann en plus. Ackermann là. Et Bardet qui va? Bardet dans la descente. Il attaque. On l'a dit. Hein. Bardet très très bon descendeur. Ça peut jouer en sa faveur. Là, cette descente en plus elle est technique. Et il a pris une légère avance. Et on a 90 hommes dans le groupe dans le peloton de tête. Il a pris une légère avance, Bardet. Bon, malheureusement, je pense qu'il n'est pas passé avec suffisamment de temps en haut. Il passe sous la banderole des 5 km. Là, on voit qu'il est à fond. Hein. Romain Bardet, il est vraiment à fond. Et derrière, Castroviro est vigilant. Il va ramener le peloton sur l'Auvergnat. Mais bravo à lui. Bravo à lui. Au moins, il aura tenté. Et là, on va arriver dans le coup de cul. Et c'est là qu'il faudra peut-être tenter quelque chose pour Romain Bardet. Et c'est Mühlberger plein centre qui emmène Ackermann. Il emmène Ackermann. Nietz est là aussi pour le maillot de Cyclamen. Ackermann, l'étape lui semble promise. L'étape lui semble promise. Viviani quand même est là tout de même. Il faudra faire attention à Viviani, l'Italien. Et lui, il est revanchard. Il n'a pas gagné depuis le début du Giro. Et là, on lance de loin. Viviani lance. Plein centre. Et Ackermann qui va le dépasser sur le côté. Viviani, Ackermann, Viviani. C'est serré. Victoire d'Elia Viviani. À la photo finish. Devant Pascal Ackermann, Jasper Stuyven fait 3ème. Et Romain Bardet 4ème. Malheureusement, il passe à côté des bonifications, le français. Mais on sait maintenant pourquoi il roulait à l'avant toute la journée les AG2R, parce que Romain Bardet avait de bonnes jambes. Ça fait plaisir de revoir Romain Bardet comme ça. Il a attaqué, il a tenté. Et Colbrelli qui déçoit toujours. Hein. 17ème Sonny Colbrelli, alors qu'on pouvait attendre bien mieux de lui. Mais quelle étape, quelle fin d'étape, quelle victoire d'étape d'Elia Viviani qui offre à Cofidis son premier succès sur le Giro d'Italia cette année. Et vraiment, ça s'est pas joué à grand chose. On va revoir le sprint. Là, on voit celui de Ben Swift, bon, qui était dans le peloton. Hein, impossible de. Il était pas très bien placé. Et du coup, Ackermann qui perd quand même des points au classement du maillot de Cyclamen, mais surtout, il perd l'étape. C'est pas de bon augure. On n'a pas vu Yates, mais Yates, on le voit dans les premières positions. Là, Ackermann qui est en train de remonter Viviani, mais Viviani a conservé la légère avance qu'il avait jusqu'au bout. On va peut-être mieux le voir là. On voit, voilà, Viviani est dans la roue d'Ackermann. Il passe devant. Et il y a Viviani. Et puisqu'on a lancé vraiment de proche de l'arrivée à 800 mètres seulement, et bah, il a pu conserver l'avance. Regardez, il lance. Ackermann est bien calé dans la roue. Et il peut pas passer parce qu'il y a Carapaz. Et dès qu'il lance, il revient au fur et à mesure. Mais l'arrivée était trop proche. Et victoire italienne. Victoire d'Elia Viviani. Deuxième victoire italienne de suite avec celle d'Ulissi hier. Et victoire pour une équipe française. On n'avait pas eu une depuis le début du Giro. Ouais, c'était vraiment juste. En tout cas, Viviani s'impose. Romain Bardet 4ème. Ça aussi, c'est important à souligner. Stuyven 3ème. Majka 5. Simon Yates 6ème. Donc, il prend quand même pas mal de points au maillot de Cyclamen. Giulio Ciccone 7ème. Dani Martinez 8ème. Bauke Mollema 9ème. Fabio Aru 10ème. 3 Italiens dans le top 10 de cette étape. Au niveau du classement général, rien n'a bougé. On n'a pas de coureurs classés dans le top 10 qui ont été lâchés, qui ont subi des chutes, qui ont subi des crevaisons dans le final et qui leur ont été préjudiciables.
Donc rien n'a changé. Dani Navarro toujours en bleu. Ça aussi, rien n'a changé. On voit Hindley, là, Jay Hindley, qui vient se placer 10e. Mais bon, c'est Timoré. C'est Timoré, il est loin, hein. Il est à 36 points du leader de la Israel Startup Nation. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est le maillot Cyclamen. 27 points d'avance pour Pascal Ackermann sur Simon Yates. On voit Ilya Viviani aussi qui se replace. 3ème, 94 points, il passe devant Jakobsen. Jakobsen qui n'était pas là pour jouer le sprint. C'est vrai, on l'a pas souligné, mais Jakobsen il n'était pas là, alors que les deux autres sont passés. En tout cas, 27 points, c'est compliqué, mais il a au moins une victoire d'étape d'avance, Ackermann, par rapport à Simon Yates et Evenepoel toujours en blanc. Voilà, là, il y a plus trop de suspense. Et je pense qu'avec le contre-la-montre de demain, il y en aura encore moins. Mais contre-la-montre de demain, très important, il faudra être au rendez-vous. Et le Team Ineos, meilleure équipe. Même si demain, ça leur servira pas, hein. Parce que c'est pas un contre-la-montre par équipe qu'on aura, c'est bien un contre-la-montre individuel. Et leur leader, Richard Carapaz, lui, en étant en rose, aura les temps de référence de tout le monde, ce qu'il n'avait pas l'année dernière, hein. Parce qu'au moment des contre-la-montre, il n'était pas forcément en rose. Richard Carapaz, il avait du temps à récupérer. Et au fur et à mesure, il l'a récupéré. Et il a pu s'emparer du maillot rose. En tout cas, victoire, très belle victoire d'Elia Viviani. Elle était vraiment belle sa victoire. Bravo à lui. Et donc, demain, on se retrouve pour l'étape numéro 14. Conegliano Valdo Biadene, 33,6 km. Et assez plat, où il y aura de l'écart à faire pour les meilleurs rouleurs. À demain!